porschistes, vous savez, cette année, on fête les 75 ans de la marque Porsche. On fête aussi les 20 ans de sa Carrera GT, présentée au Salon de Paris 2003. Et on fête aussi et surtout les 60 ans de la 911, celle qui a forgé la réputation de Porsche, celle qu'on a vue sur toutes les routes du monde, celle qu'on a vue sur tous les circuits de la planète. Et pour parler de cette passion autour de la 911, je me rends au centre Porsche de Rouen, où je suis attendu par toute l'équipe, par Leïla aussi en particulier, et par un invité surprise. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on est bien dans une 911 quand même. J'aimerais bien faire le tour de la planète. Écoutez-moi ça. Écoutez. Voilà, voilà, voilà. C'est bon ça. Bonjour Leïla. Bonjour. Merci de m'accueillir ici au centre Porsche de Rouen. On a un invité surprise. Je crois bien que oui. Vous m'amenez vers lui? Allez. On y va. Notre invité surprise est là, Marc Joly. Quelle belle surprise. Bonjour Claude. Bonjour Marc. Ça va bien bien? Heureux de te rencontrer ici au centre Porsche de Rouen. De même, c'est un plaisir. On va parler de 911 Bien et sûr. des 60 ans d'histoire avec toi. Très grande année. Très, très grande année. Je vous laisse échanger, messieurs. Merci Leïla. Bonne Merci. journée. À bientôt. Marc, tout commence avec le 901. Qui a été présenté au salon de Francfort en 1963. Un peu la surprise générale d'ailleurs, parce qu'à l'époque c'était la 356, la seule pour un Porschiste, la Porsche était la 356. Ouais. Et est arrivée la 901, plus grande, 2+2, un flat 6 à l'arrière au lieu d'un flat 4, donc ça changeait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et quand ils l'ont présentée en fait au salon de Francfort, elle n'était pas encore, c'était pas une version définitive du tout. Ouais. Ils ont anticipé vraiment la présentation. Et il aura fallu 1 an pour la mettre au point, à travers 13 prototypes qui ont beaucoup roulé, qui ont même été un petit peu exposés entre Francfort 63 et Paris 64. Et c'est au Salon de Paris 1964 que la version définitive a été présentée. Et d'ailleurs, ça a permis aux Français de découvrir cette nouvelle Porsche. Ouais. Sauf que au Salon de Paris, il y a Peugeot qui était là, et Peugeot avait déposé depuis longtemps l'appellation Avec le zéro central. Avec le zéro central. Pour la manivelle. Voilà, exactement. trois chiffres avec le zéro central. Et comme Peugeot, on ne va pas rentrer dans une lointaine histoire, Oui. mais avait un petit contentieux avec Porsche qui datait de la Seconde Guerre mondiale, donc ils ne se sont pas privés de mettre un peu des bâtons dans les roues de Porsche et de dire nous on a déposé ça, interdit pour vous d'utiliser. En tout cas pour un modèle de route, pour la compétition, il n'y avait pas d'interdiction. Et Porsche d'ailleurs a agi très vite. Oui, ils ont réagi très vite, vite. puisque dès le mois de novembre, Paris c'était en septembre 64, et dès le mois de novembre, c'est Uschke von Einstein qui dirigeait tout ça à l'époque, ils ont finalement choisi le nom, le chiffre 911, qui aujourd'hui évidemment est mondialement connu, et qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, évoque pour les Américains le numéro d'urgence, Exactement. le Call 911. Exactement. Et ça a été une très très grande réussite. Alors aujourd'hui, on en est à la 8e génération. Ouais. 4 générations de refroidissement par air, les 4 suivantes refroidissement par eau, bien sûr. Et je dirais que dans les voitures sportives, il y a très très peu de véhicules, même, je dirais vraiment très peu. Il n'y a que la Mustang à laquelle je pense, qui a sur 60 ans, parce qu'elle est sortie à peu près dans les mêmes eaux, dans les mêmes années, avec une esthétique relativement similaire, enfin pour la Mustang bien sûr, et une implantation, je dirais, mécanique identique, toujours le moteur à l'avant pour la Mustang. Et 911 a fait la même chose, mais avec peut-être, on peut dire, une silhouette un peu plus proche de l'original. Oui, c'est vrai que la Mustang est une légende absolue. Absolue, oui. Voilà, Absolue. on ne va évidemment pas dire le contraire. En revanche, je pense que l'intemporalité de la ligne de la 911 est unique quand même en son genre. Cette forme qui d'ailleurs était déjà sur la 356, quelque part quand on regarde un petit peu les deux autos. La ligne de la 911, le coup de crayon initial, il est toujours là. Il n'a pas bougé. La voiture a évolué dans des proportions incroyables.
Mais la ligne est toujours là. Et ça demande, quand on regarde une 911 première génération et la 8e, quand on les regarde de derrière surtout, Oui. on voit qu'elle a pris à l'embonpoint. Oui. On dirait, j'aime pas ce mot-là, mais on dirait pratiquement un SUV par rapport à la première 911. Oui. Tellement elle est grosse, elle a grossi par rapport aux besoins d'aujourd'hui. C'est énorme. Oui, parce que les automobilistes aujourd'hui, et y compris les utilisateurs de Porsche, réclament toujours plus de confort et de sécurité. Absolument. Et pour avoir du confort et de la sécurité, il faut aussi un peu d'embonpoint. Bah, C'est aussi pour ça que les moteurs ont grossi et sont toujours plus puissants également. Bien sûr. Parce qu'il faut bien loger toutes les nouvelles technologies que l'on doit rapporter, rajouter au fur et à mesure, au fil des ans et au fil des générations. Tout à fait. 8 générations de Porsche 911, 4 AR, 4 AO. Porsche n'arrête pas de sortir de nouveaux véhicules. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à 27 modèles dans la gamme 911. Sans compter les séries et les éditions spéciales. Et justement cette année, Porsche France, et je dis bien Porsche France, a présenté une nouvelle version de la 911 sur une base de GTS. C'est la Le Mans Centenaire Édition. Et j'étais présent pendant Le Mans Classique pour cette présentation avec le responsable produit de Porsche France, Christophe Clemens, et qui nous présente ça maintenant. Bonjour Christophe. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Bien sûr. Je m'appelle Christophe, je suis responsable du département produits chez Porsche France, en charge de tous les produits de nos gammes routières, et puis je suis aussi en charge du coup du département Porsche Motorsport et du département Porsche System Manufacture, qui est notre magnifique département de personnalisation dans la marque. Et aujourd'hui, Porsche présente Et cette nouvelle 911 juste derrière nous. Exactement. On a l'honneur de présenter en première mondiale et en exclusivité mondiale, cette 992 Carrera GTS Le Mans Centenaire Édition. Une édition limitée, spécialement développée pour la France, par la France. Et pour le marché français uniquement. Pour le marché français uniquement. Et à 72 exemplaires, je crois. 72 Mais exemplaires. pourquoi 72? C'est pas le département de la Sarthe. Alors le côté anecdotique, c'est le 72, le département de la Sarthe. La vraie raison, c'est tout simplement pour rendre hommage au centenaire du Mans, pour rendre hommage à l'engagement de Porsche en compétition au Mans. Et donc le 72, c'est le nombre d'années de différence entre 1951, la première victoire de la marque Porsche en catégorie, et 2023, qui est l'année du centenaire. Quelques caractéristiques de la voiture, quelques techniques. Je crois qu'elle est équipée de beaucoup d'options, mais en série, bien sûr. Exactement. Alors on est sur une base de Carrera GTS. On n'a pas fait une modification technique sur la voiture. On s'est refusé de recrash tester un véhicule. Donc on est du coup sur une base technique de GTS, même puissance, même amortissement, même suspension, même frein. Et puis pour le reste, sur notre édition spécifique, on a mis beaucoup d'options de la gamme GTS de série sur notre voiture. Et puis en plus de ces équipements-là optionnels, on est allé jusqu'à 25 éléments spécifiques développés, homologués, crash testés uniquement pour notre auto, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Donc sur notre auto, vous avez une auto suréquipée avec en plus 25 éléments spécifiques développés en collaboration avec les Exclusive Manufacture, avec l'aide de l'Automobile Club de l'Ouest qui a aussi fait partie prenante de ce projet. Et c'est 25 éléments spécifiques à notre auto. Et sur le plan esthétique, j'ai remarqué sur la Custode, ça rappelle la 356 SL qui est juste à côté. Et donc l'original, c'est pratiquement la vraie qui a été restaurée, je crois. Alors c'est le vrai châssis, c'est la vraie voiture qui a eu une histoire assez exceptionnelle. En 51, elle est partie aux États-Unis sans trop connaître l'histoire du véhicule pour les Américains qui l'ont vu sur place. Et donc elle a été modifiée en speedster, elle a été modifiée dans certaines carrosseries pour finalement être achetée il y a quelques années par un propriétaire qui s'appelle Cameron, qui possède aujourd'hui la voiture. Elle n'est pas propriété de la marque Porsche. Et donc ce monsieur Cameron a voulu la rendre authentique, conforme à ce qu'elle était à l'époque. Il s'est donc entouré de Rod Emory, qui est un immense spécialiste de restauration américain, qui a son garage en Californie, qui est un ami de la marque Porsche. Et grâce à lui, pendant 5 ans, la voiture a été restaurée. Et c'est bien le châssis originel qu'on a là du coup, et c'est la première fois depuis 1951 que la voiture est de retour en Europe et de retour sur les terres du Mans. On a travaillé sur le design global, c'est là où nous on a accordé 2 ans de développement produit, on a fait 2 ans de développement produit sur cette auto, de janvier 2020 à janvier 2021 à janvier 2023, donc 2 ans entiers de développement produit avec les ingénieurs de Veysar, avec les designers du département de manufacture, les designers de l'équipe Style, qui est notre centre de design. Et puis on est ici sous la canopée du PEC, du Porsche System Center Le Mans, avec ces 2 voitures inspiratrices qui ont aussi un lien entre elles. Vous parliez, voilà exactement, on parle de la GT1 88 qui est juste derrière nous. Vous parliez des custodes sur notre auto. Il faut savoir que les custodes de la GT1, le designer de la GT1 s'est inspiré de la 356 SL. Donc c'est un design. Donc on est là pour continuer l'histoire et on a été là pour justement faire de clin d'œil avec ces liens historiques et ces liens de design. Notre projet il est authentique de A à Z et on a voulu du coup aller chercher
l'intégralité de ces petits clins d'œil design, ces petits clins d'œil d'histoire pour aussi réécrire cette histoire-là et écrire une nouvelle histoire aussi avec notre propre voiture. Tout ça rejoint la passion qui tourne autour des 911 en général. Et on est en plus dans une année anniversaire, multiple anniversaire, Absolument. 75 ans de la marque Porsche, 60 ans du modèle 911, notre icône, et puis le centenaire du Mans, donc c'est l'année parfaite, le timing parfait Absolument pour parfait. lancer cette auto sur Le le marché timing est français. absolument parfait. Elle est disponible à la vente. Elle est disponible à la vente, alors un engouement qui a été bien au-delà de nos attentes. Donc aujourd'hui, je ne sais pas vous confirmer ou pas s'il reste des voitures disponibles à la vente. Un très très gros engouement sur les réseaux sociaux, J'imagine. par nos passionnés, par nos chers clients, par les concessions qui ont aussi adhéré de manière très forte et merci à eux parce que sans leur soutien, le projet ne verrait peut-être pas le jour aussi. Un tel projet ne verrait peut-être pas le jour. Oui, un énorme engouement et 72 voitures pour le marché français. Absolument. C'est à la fois beaucoup pour un marché comme la France et puis en même temps pour une telle édition. On aurait aimé en faire plus, mais on est contraint aussi par les disponibilités du département puisque ces voitures-là passent dans l'atelier de personnalisation à la main avec de très nombreux jours de travaux sur ces autos-là et donc limité par le temps. Et niveau couleur, une seule couleur de disponible. Une seule couleur disponible, le Mans Silver, qui est une couleur spécifique, développée uniquement pour nous. Ouais. On l'a développée avec l'aide du propriétaire de la 356, avec Rod Emory qui a restauré la voiture. Et grâce à lui, on a réussi à reconstituer une couleur équivalente qui n'est pas 100% identique puisque les technologies et la sécurité d'aujourd'hui font qu'on ne peut pas reproduire une couleur identique. Ouais. Mais on s'est en tout cas inspiré de cette teinte pour faire un clin d'œil au design de cette 356L. Merci Christophe pour votre accueil. Merci à vous. Et bon week-end, Le Mans Classique centenaire. À vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir Christophe. Merci. À bientôt. En 60 ans de carrière, une 911 marque doit être restaurée, c'est normal. Et oui, quand on pense à l'immense patrimoine aujourd'hui qui existe, il y a à peu près, on imagine qu'il y a à peu près 70% des Porsche construites qui roulent toujours. Encore, oui. On aime à se dire qu'une Porsche ne meurt jamais. Et Porsche a compris ça assez tôt et a développé un centre de restauration et d'entretien des Porsche classiques à l'usine à Stuttgart. C'est un endroit absolument magnifique qu'on découvre quand on rentre dans le musée. Il y a cette baie vitrée, on les voit travailler sur leurs autos, celles du musée mais aussi celles de clients, c'est vraiment magnifique. Et puis de manière plus locale, ici on est dans le seul centre Porsche classique avec cette appellation officielle de France, ici à Rouen, chez IMSA. Et pareil, ils restaurent ça comme à l'usine, dans les règles de l'art. C'est également très très beau à voir, leur atelier, les autos qui sont dans le showroom, des vraies merveilles. Bon, il y a aussi d'autres possibilités, bien sûr, d'entretenir et de restaurer sa Porsche ancienne, bien sûr. Effectivement, Marc, j'ai rencontré Hervé Classique sur Rennes qui restaure les 911, les Porsche en général, mais surtout les 911, dans les règles de l'art, comme tu disais déjà tout à l'heure. Et maintenant, on va le rencontrer sur place à Rennes. Bonjour David. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans tes ateliers. On aime vraiment la 911, que c'est marqué ici en toutes lettres. Alors chez Hervé Classique, on restaure le 911 au niveau des carrosseries, mais pas que. Non, soit moteur, sellerie, développement compétition. Oui. Tout ce qui est autour de cette marque, surtout dans les années de 65 à 74, c'est là qu'on va essayer d'être très bon. Ce qu'on appelle les classiques. Exactement. D'où ton nom Hervé Classique. Voilà. Voilà. Et je dirais les restaurations, ça va d'une restauration d'aile jusqu'à, on verra tout à l'heure, une structure complète. Oui, on peut faire que des ailes, mais on préfère faire vraiment des complètes. Les voitures viennent de partout, de Suisse, d'Allemagne. Ouais. C'est vraiment de faire revivre la voiture, qu'il y ait un échange avec le client, retrouver l'histoire de la voiture, c'est ça notre passion. Et je pense que le client, toute l'équipe et moi-même d'ailleurs. Oui, bien sûr. Je pense que le client, lorsqu'il arrive, il transmet la passion qu'il a pour sa voiture, et toi, tu lui restitues également la tienne. Parce que tu as quand même, je dirais, un savoir-faire remarquable. Oui, puis il va surtout y avoir un échange perpétuel pendant toute la restauration. La personne va être informée par des photos, par une situation permanente du coût aussi. C'est très important. Oui, bien sûr. Et surtout si la restauration dure un certain temps, parce que les travaux le nécessitent. Une complète en 1000 morceaux, c'est 1500 heures. C'est un an de travail. Un an de travail. Voilà. Moteur, carrosserie, mécanique, liaison au sol, électricité, jusqu'aux derniers essais à la faire fonctionner parfaitement, comme il y a 50 ans, qu'elle ne siffle pas, qu'elle soit au top niveau. 1500 heures. Bien, on descend d'un étage, on voit Allez, tout ça. On y va. Allez, on y va. Alors pour moi, qui suis un peu nouveau sur carrosserie,
c'est un immense travail, mais pourtant, en tant que spécialiste, c'est du travail. Mais il y a pire aussi quelque part. Pas tant que ça, Franchement ? Non. Alors, dans un grand morceau comme ça, évidemment, Oui, c'est impressionnant. ouais, c'est vraiment impressionnant. Mais non, quand on a une bonne... Ça, c'est un main, une table de construction, sur lequel on a toutes les codes constructeurs. Porsche a fait ça à merveille, c'est sûr. Tout est au long du mur là-bas pour l'équipe. Ouais. Et on a mis redresser un bloc avant tout neuf de chez Porsche. On s'est acheté en Allemagne encore aujourd'hui. D'accord. Un bloc de 1980, celle-ci. Non, ça ne nous impressionne pas du tout. David, là, on est devant une autre 911 qui a besoin d'un peu moins de travail et qui est déjà plus avancée en termes de carrosserie. Oui. C'est surtout qu'il y a eu beaucoup moins de travaux. Cette voiture, c'est juste une peinture. C'est une voiture de 1987 qui n'est pas très vieille. D'accord. 87, c'est une série G. C'est une série G, voilà, exactement. C'est la G50, nouvelle boîte de vitesse. Boîte 5. C'était les dernières 3 litres 2 d'ailleurs. Jusqu'en 89. Exactement. Non, c'est une belle voiture qui méritait juste une peinture, mais on va la laisser stock. Aujourd'hui, on ne transforme plus les voitures, on essaie de les conserver au maximum d'origine, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc cette voiture, non, que bleu marine, toute simple. Avec la référence de Porsche. Oui, bien sûr. Et là, David, on est devant une GT3 RS 996, on le voit bien ici, qui elle a ici une somme dans ton espace de préparation de peinture juste à côté. Exactement. C'est ça. Chaque chose a une place, un ordre chronologique. Tout à fait. Ici, on a construction, soudure, préparation. Ensuite, elle va partir à la peinture, et remontage. Tout ça dans le sens des aiguilles de montage. Dans le sens normal des aiguilles de montage. Exactement. Ça, c'est une voiture. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est rigolo, mais cette voiture, c'est un mulet pour un pilote. Ah oui. Qui a deux très belles voitures de course, qui a une GT3, une 996 R, peinte par un artiste, qui a fait Le Mans. Ouais. Et pour se faire la main, eh bien, il va faire sa reconnaissance avec cette voiture avant. D'accord. Donc elle touche des fois, tu vois. C'est pour ça qu'elle est en préparation. Mais elle n'a jamais été accidentée particulièrement, c'est juste, juste un peu sa peau. Un peu de carrosserie, voilà. Oui. C'est pas dramatique, c'est vraiment un travail relativement léger. D'accord. Ok. Bon, maintenant on va voir les voitures complètement terminées. Allez. En carrosserie. On y va. Alors David, ici on est en phase finale, les carrosseries de peinture sont dans un état neuf, on peut dire, tout simplement, avec une couleur fraîche ici, avec l'autre qui est derrière. Il n'y en a pas beaucoup au monde, tu m'as dit. Il y en a 4 au monde. 4 au monde, on en a 2 sous les yeux au même endroit. Exactement. Extraordinaire. Chouette, hein. Extraordinaire. Merci David. Ouais, c'est rare. Alors, ici, on n'est pas encore à la phase finale. Phase finale de peinture, et ensuite remontage. Donc là, ce qu'on appelle ferré, la voiture est entièrement réglée, 4 mm partout, prête. Et ensuite, il y a faisceau électrique, liaison au sol, moteur, sellerie. On va voir juste après, effectivement, des côtés moteur, côté mécanique. Et là, juste à côté, on a une voiture. Ça, c'est une voiture très intéressante. Tout à fait intéressante. Parce que c'est quand même le début de l'histoire de la 911. C'est une début 65. Donc c'est vraiment les premières 911. Et tout va partir de là. Et nous, techniquement, on va se rendre compte qu'il y a une grosse évolution, une grosse ingénierie pour aller jusqu'au 992 d'aujourd'hui. Oui. Mais quand on regarde la base de la voiture, c'est fantastique. Quand on regarde effectivement vite derrière une ancienne première génération de série F, 892, déjà en termes de largeur, c'est incomparable. J'ai l'impression d'avoir un SUV quelque part. On voit que la 911 à l'époque, les premières séries F, c'est vraiment des voitures relativement réduites en volume et en taille. Et puis ce qu'il faut constater aussi, c'est qu'aujourd'hui les voitures, les voies avant, ce qu'on appelle la voie, c'est la largeur des roues. Voilà. C'est moins large devant qu'à l'arrière. Alors que c'était l'inverse, ça c'était comme une DS. La voie avant est plus large qu'à l'arrière. De combien de millimètres? C'est-à-dire de bêtises, 15-20 mm. C'est déjà pas mal. D'accord. Mais dès 73, quand on passe sur les 27 RS, les ingénieurs ont dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose de mieux à faire, hormis l'empattement plus long. Ensuite, élargir la voie à l'arrière, et puis ça n'a fait qu'évoluer, qu'avancer. Justement, au niveau de l'empattement, en fait, c'est de 65, tu m'as dit, parce que là, elle a l'empattement court ou long? Exactement, 57 mm de moins. Empattement court. Court, avec la fameuse pastille à côté de la roue. Là, on a le 70 qui est derrière nous.
Donc 69, voilà. Première génération, on va avoir un châssis. Châssis long. Voilà. C'est bâtard. Fin 68 avec les années millésime. Et après, ça sera parti. Pas de plus long. Donc là, c'est toute la partie carrosserie. Maintenant, on va passer du côté mécanique et moteur après. On va aller du côté de ton atelier. Aujourd'hui, tu ne travailles pas dessus, mais ça fait partie de la société. On y va. Et là, David, on est dans la partie purement mécanique de précision. Donc tu as besoin dans certains cas. Exactement. Alors c'est mon métier d'école en plus. J'étais gesteur d'école. D'accord. Avant de passer à la carrosserie. Ici, on va reconstruire toutes les pièces. Plus pour les voitures de course historique qui nous manquent, tu vois. Pièces moteur, même les onsoles, on va faire des bras de suspension, on va faire des paliers. Donc ici, c'est plus ou le prototypage ou la refabrication. Avec les machines nécessaires comme les cheveux. Là, ici, on les demande. Une vieille guillotine, on va 3 litres. Voilà. On va la reprendre, elle grippe, quand elle chauffe. C'est déjà de la pièce de reproduction. Ouais. Les pièces d'origine sont tellement rares aujourd'hui, et ça fonctionnait très bien les pièces d'origine, c'est ça le dire. Mais il n'y a pas eu beaucoup fabriqué par l'usine. Donc ici, vous avez une petite creuseuse, un tour l'autre côté. Le nécessaire pour travailler normalement et correctement. Ouais. D'accord. Et tout ça en autarcie, sans aller chez les sous-traitants. Voilà. C'est important, on ne bouge pas, on reste dans l'atelier. Tout intégré dans l'entreprise. Juste à côté, il y a une partie qui est très intéressante à voir dans cet atelier. Oui. C'est qu'à l'époque, alors nous on s'associe des fois, on se compare aux 50 personnes qu'il y avait dans l'atelier, dans le département course à l'usine. Oui. À l'époque des 2CRS, de 8RSR, quand ils ont développé la voiture, les ailes étaient faites à la main, avant que ça soit en boutique. Aujourd'hui, on arrive à trouver des reproductions en Pologne, etc. Mais nous, on les fabriquait ici parce que c'est un savoir-faire que l'on a dans l'atelier. On fabriquait les ailes, on fabrique encore des morceaux. D'accord. Une très belle machine suédoise, par exemple, une Pulmax. Donc encore une fois, tout intégré dans l'entreprise. Tout. Tu ne sous-traites pratiquement jamais. Non, et puis le plaisir, c'est de savoir faire. Oui. C'est pas toujours de demander aux autres. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous tracasse entre guillemets le soir avant de s'endormir, c'est de savoir comment procéder pour refabriquer la pièce, comme elle était faite il y a 50 ans. On retrouve ta passion pour les 900 ou ça? Complètement. Complètement. On va aller jusqu'aux épaisseurs des aciers, les qualités des aciers. D'accord. Alors aujourd'hui, on a des outils modernes, on a la 3D qui nous aide pour reproduire. Mais à l'époque, là, on faisait avec des gabarits, avec des maquettes à section, comme à l'ancienne. Voilà. Bon, maintenant, on va partir du côté des moteurs pour le montage, l'assemblage des moteurs. Allez, un élément essentiel pour une 911, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et là, David, on est dans ta partie mécanique, assemblage de moteurs. Là où tu assembles, c'est bien des moteurs anciens que plus récents. Exactement. On n'en fait pas beaucoup, c'est pas notre vrai cœur de métier, mais voulant faire toute la voiture complète, on est obligé quand même. Ouais. Ici, on fait que les moteurs de route. Les moteurs de course sont sous-traités chez les confrères, etc. Là, c'est une boîte de vitesse, de route encore, donc facile à faire pour nous, qui va être entièrement refaite. Là, c'est un moteur qui est en phase de démontage. Qui est un moteur de quelle génération? C'est un moteur de 2774. Alors, on va le repasser en métrologie. Là, on va enlever tous les boujons. On va passer en métrologie complète. Et puis ensuite, remontage. Remontage complet. Remontage complet, d'accord. Et là, bien sûr, je vois ici que tu as une bibliothèque, avec certainement toutes les sources mécaniques du constructeur. On va bien sûr en conformité avec l'origine, c'est évident. Évidemment. Je vois que tu as une très belle bibliothèque ici. Ouais. C'est nécessaire. Oui, exactement. Et là, David, on est en phase finale du côté de la sellerie. Exactement. C'est vachement important. C'est très important parce que il ne faut pas oublier que le client s'assoit dans ses sièges, il faut qu'il soit beau aussi. La carrosserie, le moteur, c'est absolument nécessaire. Mais on a toujours un plaisir à s'asseoir dans une belle sellerie. Exactement. On va commencer du ciel de toit, les moquettes. Moquettes, sièges, toutes les usures, même jusqu'aux voitures de course. On va faire des petites moquettes légères, mais on va les faire soigner. Aujourd'hui, les voitures de course, on va les faire comme à l'époque, ce sont des vrais GT. Donc on va faire des passepoils à l'emplacement des pieds d'arceau. On va pas couper vulgairement des moquettes au ciseau. Comme ça, de faire des jolies voitures. Respecter la marque quand même. Je vais en voir tout à l'heure sur la Sonotto, la blanche. Oui. Qui a une sellerie pied de coq, c'est ça? Pied de poule plutôt? Oui, alors. D'origine ou elle a été refaite celle-ci? Le tissu est refait évidemment. Voilà. Oui. Sous l'appellation Pépita à l'époque.
peu plus tard. Ça ressemble à du Claypool, exactement. Exactement, oui. Ouais. Bon, on a joué les vieux, justement, c'était une période correcte. Donc au lieu de mettre du Sky tout simple pour une petite voiture de course historique, on a poussé un peu quand même. Et je crois savoir de mémoire, je fouille dans ma mémoire, que ce dessin chez Porsche est inventé parce que dans la famille Porsche, ils aimaient bien ce genre de motif sur des habits. Alors je savais pas. Je crois que c'est ça. Ah, oui. Je ne veux pas l'assurer à 100%, ouais. Mais je crois que l'histoire c'est ça. Et les collaborateurs de Ferdinand Porsche à l'époque, ou Ferry, Ferdinand je pense, avait donc transcrit ce désir du patron, je dirais, dans le siège de la voiture. Voilà. Bien. David, merci de ton accueil. Je t'en prie, c'était sympa. On a été ravis de visiter ton atelier Hervé classique, ici à Rennes. Il pleut un peu dehors, mais là on est bien à l'intérieur, c'est parfait. Nous sommes en Bretagne, c'est normal. Eh bien, encore une fois, merci. Et puis, on s'en verra dans d'autres occasions. Ça marche. Merci David, à bientôt. Le marché américain pour Porsche, c'est très important, mais aujourd'hui, Marc, ça change un peu. On va du côté de l'Asie, je crois. Eh oui, je me souviens très bien que pendant très longtemps sur Flatis, quand on analysait les ventes, c'était systématiquement évidemment le marché américain le plus important au monde. Ouais. Puis petit à petit, on a vu l'Asie et particulièrement la Chine monter. Aujourd'hui, c'est le marché le plus important. Ouais. Mais on est là pour parler de la passion de la 911. Voilà. Et elle reste éternelle. Voilà, et complètement, elle reste éternelle. Et surtout, le marché américain, sur ce plan-là, reste largement le numéro 1. Parce que le marché asiatique, c'est beaucoup les nouvelles gammes SUV qui se vendent énormément là-bas, qui connaissent un gros succès. Ouais. Mais si on doit parler de cette passion 911, le marché américain, ça reste un modèle pour nous tous. Tout à fait. Bah justement, j'ai un de mes amis qui habite en Californie, Claude Dudouis. Je lui ai demandé d'aller rencontrer des Porschistes propriétaires lors d'un Car & Coffee. Et il nous rapporte un petit reportage qu'on voit maintenant. Bonjour, je m'appelle Claude. Je vais vous raconter comment je suis tombé amoureux des Porsche 911 et comment j'entretiens cette passion toujours aujourd'hui. D'abord, je suis né en 1960, donc j'ai grandi avec la 911 puisque les premières sont sorties en 64, 65, selon les histoires. Et donc moi j'habitais dans une petite ville de Normandie et en fait je vais dire que j'ai entendu ma première 911 même avant de la voir. D'abord j'ai grandi avec des photos des 911 dans le magazine auto de mon papa et un jour à la fin des années 60 avec mon père, nous étions devant la concession Ford sur le trottoir et on regardait à travers la vitrine les voitures. Et donc, les années 60, beaucoup de voitures avec des moteurs 4 cylindres qui passaient derrière nous sur la route. Et tout d'un coup, j'ai entendu un 6 cylindres 911. Et là, je me suis retourné et j'ai vu la voiture s'éloigner. Et ça n'a fait qu'augmenter l'intérêt que j'avais déjà pour la 911, je veux dire, j'adorais la voir en photo et à la télé au moment des 24 heures du Mans, bien sûr, mais sur des images en noir et blanc, je me souviens, on avait la télé en noir et blanc à cette époque-là, fin des années 60. Alors en décembre 70, mes parents ont eu la bonne idée de déménager au Mans, donc j'ai fini l'année scolaire 70-71, donc au printemps au Mans. J'étais ce qu'on appelait à l'époque le CM2, donc j'avais 10 ans et demi. Et bien, je me souviens, à la sortie de l'école, mon père me prenait et on allait directement au circuit des 24 heures. Donc, j'ai assisté à mes premières 24 heures du Mans. Mon père m'a emmené voir le film Le Mans de Steve McQueen. Donc, voilà, j'ai vu les 917 à l'écran et en vrai, et à 10 ans et demi, j'étais pas très grand, donc j'avais la taille d'un garçon de 10 ans et demi et les Porsche comme ça me paraissaient géantes et énormes et très très belles et voilà. Et il y avait aussi bien sûr dans les catégories GT les 911 et que j'adorais et donc j'en ai vu beaucoup à cette époque. Donc l'année de mes 25 ans, je me suis offert une 911. C'était une voiture de
1970, une 2 litres de E que j'ai gardé 2 ans et que j'ai revendu à mon mécanicien. Et donc, en me jurant que j'en aurai une autre un jour. Et l'autre, eh bien, c'est celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, j'ai une 911 SC de 1980 ici à Los Angeles. Et ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai. Et elle me comble. Elle va très bien dans la circulation actuelle. Je vais régulièrement faire des conduites dans des routes de canyon, c'est-à-dire virage après virage. Et c'est l'auto parfaite pour ça, même si la majorité des gens ont des voitures très très récentes. Moi, je prends plaisir à conduire vite une Porsche qui n'est pas a priori la plus rapide évidemment, mais pour chaque virage, je suis toujours là. Voilà. Et donc là, je me dirige vers ce qu'on appelle un Cars and Coffee, et donc un rassemblement informel de gens qui aiment les voitures. Et il y a beaucoup de Porsche, et donc je vais demander à certains amis qui sont là quelle est leur histoire avec Porsche, comment ça a débuté pour eux aussi. Et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire, un bon 60 ans à la 911, et qu'elle continue à nous faire autant plaisir, encore et encore. Bonjour John. John est un Américain amoureux de 911 et je vais lui poser la question qu'est-ce qu'il a fait commencer à aimer les 911. So John, I just wonder what triggered your mind to start to like the 911s? Well, I grew up being on Ford Volkswagens, and I always dreamt about looking at Porsche was like a drool. And when I got to the point, I realized there was no substitute. So I fell in love with mine, and that's it. Wonderful. So John est en train de me dire qu'il a grandi entouré de Volkswagen, et, mais il avait toujours ses yeux sur les 911, et dès qu'il a pu en avoir une, il n'y avait pas d'autre option. Porsche, no substitute. C'est ce que l'on dit dans les pubs ici. Merci John. Thank you John. Bonjour Tom. So Tom aussi est un passionné de 911, so je vais lui poser la même question. So Tom, what triggered your mind one day to start to like 911s? Where is it coming from? So I'm a car person my whole life. I love everything, and I probably would have gravitated towards to whatever I got exposed to. Happens to be that we worked in a gas station in Belmont Shore, and two older brothers, friends of one of my best friends' older brothers, graduated from high school, went to work, and bought a new 911S. So we saw that car every day and loved that car. And then while I was going to high school, every day at 2 o'clock, I had a second-story class, and I'd look out, and a guy would drive by in a 911. So I'd always wait to see that, and that just triggered me to, that's what I wanted. Wow. And should I ask, you're coming from the dragster world, right? So it's interesting. Somebody who was into dragsters, you had an interest on dragsters already, but nevertheless, the 911 was in your mind as well. Yeah. Wow. Yeah. So Tom, un de ses amis au lycée, a acheté une 911S toute neuve, et donc il est tombé vraiment amoureux des 911. Et je rappelais à Tom que c'est un passionné de dragster, il a été pilote de dragster lui-même, mais voilà, les 911 étaient toujours là. Thank you Tom. Sure. Bonjour James. James est le propriétaire de cette belle 997, et voilà, je vais lui poser la question comme à plusieurs amis américains. So James, just curious, what triggered your mind, your interest on the 911? So what really attracted me to the 911 is my passion for driving. At a very young age, I realized I loved driving, and that caused me to search for the ultimate sports car. And the 911 is that car, and I believe it's the most challenging, fun car to drive at speed, and that's why I love it so much. It's the driving experience. Very cool. So James est en train de nous dire que, en fait, il avait un grand intérêt pour la conduite des voitures, et pour lui, la 911, c'est la voiture parfaite pour se faire plaisir au volant. Voilà. Thank you, James. And it's a beautiful looking car. Et bien sûr, c'est une très très jolie auto. Indeed. Thank you, James. Good morning, Rommel. Bonjour, Rommel. So, je vais te poser la même question à Rommel. Qu'est-ce qui a commencé son intérêt sur les 911? So, Rommel,
Can you tell me what triggered your mind, your interest on 911s, please? Hey, anyway, first of all, good morning to everyone, good evening or good afternoon, have a good day, and this is me, Romel. What triggers in my mind, the very first thing in liking a Porsche is when I was young, way back in the Philippines, I saw this Targa and has the whale tail, and since then, I said, what type of car is that? When I look, and it is a Porsche. So when I grew up, I said, one day, I'm gonna have one just like this. And so when I came to America, I saw all the Porsche, just like what we have here. And I bought my very first 1999 Porsche. And since then, this is my fourth Porsche, a Carrera. So, yes. Thank you, Romel. In the Philippines, how young were you when you saw that Targa with the whale tail? How young were you? Oh, I was like in the elementary. It's probably like 11, 12 years old when I went to the city in Manila. And then we were like, you know, roaming around and stuff like that. I said, what kind of car was that? Very good. It looked so good. And I said the stance was really like, you know, very like good. Even though it's sitting down, it looks like it's running fast, you know. Very good. The way it looks. So I'm going to translate now, okay, for the French people. So quand Romel était aux Philippines, à Manille, il a vu un jour une Targa avec un aileron de turbo. Et donc il s'est demandé mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Et on lui a dit que c'était une Porsche 911. Et donc quand il est venu aux États-Unis, eh bien, dès qu'il a pu, il s'est acheté sa première 911. Et what year was your first 911? 1999. Yeah, 1999. Carrera. Et celle-ci, derrière, cette 997, c'est sa quatrième. Voilà. Thank you, Romel. Merci. Thank you. Bonjour Lisa. So, la même chose avec Lisa. Je vais lui demander qu'est-ce qui a commencé l'intérêt pour les 911. So Lisa, can you please tell us what triggered your mind, your interest on liking 911s, please? All it took was for me to drive one. In 1982, I drove a brand new 911, and I fell in love. I bought a 1974 911 Targa, and then in 84 911. Ever since the 80s, I've always driven a 911 Porsche because all it took was to get behind the wheel. Very cool. So Lisa est en train de nous dire que son premier intérêt, ça a été d'en conduire une 1982 toute neuve, et elle s'est acheté une 75 et après une 82 et plusieurs après. Et en fait, c'est l'intérêt, c'était de les conduire. Thank you, Lisa. Merci beaucoup. Pendant le mois classique, Marc, j'ai eu la chance d'aller rencontrer le PEC, le Porsche Experience Center. J'ai rencontré Guillaume Bonin, le responsable de la flotte Porsche. Et je crois que tu as une petite histoire à raconter sur le PEC. Le PEC, le Porsche Experience Center, déjà c'est un lieu magique. C'est un lieu qui a été créé pour mettre en immersion les clients dans tout le monde Porsche. Voilà. C'est pas juste des modèles exposés, c'est tout un monde que va sûrement raconter ton reportage. Ouais. Et effectivement, moi j'ai une petite anecdote, c'est que entre autres activités, le PEC propose des journées de livraison d'une Porsche c'est vraiment une journée totalement festive qui est dédiée au client et à sa voiture. Et j'ai eu la grande chance, en ce qui concerne mon Spider, le fameux Nemo, d'avoir été le premier en France à inaugurer le cycle de livraison. La première Porsche qui était livrée en France au PEC, c'était mon Spider, et ça reste une journée mémorable, un excellent souvenir. Je pense. Eh bien Marc, dans le sujet qui suit, on va rencontrer Guillaume Bonin qui va nous présenter tous les services du PEC. Direction Le Mans Classique. Ici au PEC, situé, vous l'entendez, pratiquement dans le circuit du 24 heures du Mans, le Porsche Experience Center. On fête les 60 ans de la 911 avec les 8 générations, 4AR et 4AO. Je m'en vais rencontrer Guillaume Bonin, qui est le responsable de la flotte du PEC.
Suivez-moi et admirez bien sûr ces 8 générations en passant. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Benin, vous êtes le responsable de la gestion de la flotte, oui, ici au PEC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Écoutez, avec plaisir. Donc, ici au Porsche Experience Center, on a beaucoup de véhicules, parce qu'on se doit de représenter toute la gamme Porsche avec les 6 modèles. Et donc mon travail au quotidien, c'est effectivement de la gestion de flotte, donc toute l'organisation du cycle de vie des véhicules, de leur arrivée chez nous jusqu'au départ et à la revente. Je m'occupe aussi également de Porsche Drive, notre service de location courte durée. Et après, on a beaucoup d'autres activités ici présentes au PEC, si vous voulez que je vous en parle assez rapidement. Absolument. Donc, on a 3 activités principales qui sont le programme Porsche Experience. Donc ça, c'est des clients qui achètent des véhicules neufs dans le réseau. En fait, ils peuvent, via l'achat de leur véhicule, avoir une journée chez nous. C'est une sorte de prémise en main de leur véhicule. Donc, imaginons qu'ils achètent une 911, on les met sur une 911, sur la motorisation de préférence qu'ils ont acheté, et ils vont faire différents ateliers sur notre circuit pour prendre en main, appréhender l'électronique ou non de la voiture. Le deuxième programme, c'est ce qu'on appelle PTE, donc c'est le programme Porsche Track Experience, pardon. Et donc là, c'est vraiment l'école de pilotage Porsche avec des instructeurs certifiés Porsche. On est la seule école de pilotage en France. Et donc là, ça se fait exclusivement sur 911 et 718. Et les clients ont aussi la possibilité de soit prendre nos véhicules école, soit de venir avec leur propre véhicule. On peut tout faire à la carte en fait, donc on peut faire le matin sa réunion avec ses collaborateurs, on peut aussi manger le midi et faire des activités pistes avec une conduite ou non, et on a aussi par exemple un escape game autour de la marque pour pouvoir sensibiliser ses collaborateurs et avoir un petit peu de fun dans sa journée. Voilà, on a beaucoup de choses, on a également un atelier qui nous permet d'entretenir les voitures, on organise aussi des brunch and drive le dimanche, enfin voilà, on a vraiment beaucoup d'activités. Et aujourd'hui, on est dans le cadre du Mans Classique. Aujourd'hui, c'est le week-end. On est la piste, la ligne droite des stands est juste en face, derrière les caméras. Donc le point de vue est absolument sublime ici, mais absolument unique. Et il est vrai que la position du PEC ici, au circuit du Mans, c'est absolument remarquable. Et j'ai vu que tout à l'heure, en visitant les locaux, qu'on a une vue pratiquement à 360 degrés ici, du côté circuit, en une position en plus relativement haute. Et là, on domine la piste de 2 étages, je crois, le deuxième étage. C'est ça, effectivement. On est au 2e étage ici, là, dans le salon Le Mans. Et c'est vrai que l'endroit n'a pas été choisi par hasard pour implanter le Porsche Experience Center, parce que c'est le seul en France. Il y en a plusieurs. Il y en a qu'un en France, il y en a plusieurs. Et dans le monde, combien? Dans le monde, il y en a 9. Et il y en aura bientôt un autre qui va ouvrir au Canada. Voilà, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Souvent ici, on dit qu'on est au cœur de la légende parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, peu importe dans les endroits où vous vous trouvez dans le bâtiment, vous avez toujours une vue sur la piste. Donc voilà, effectivement, encore une fois, ici, on est au 2e étage. Donc on a une vue magnifique sur l'entrée des stands que vous ne voyez pas à la caméra, mais on est vraiment dans un endroit privilégié. Je suis privilégié de voir ce genre de choses parce que j'avoue que c'est tout à fait remarquable. Je voulais vous poser une autre question. On constate dans le monde de Porsche que de plus en plus de femmes, et surtout, achètent des 911 pour prendre un plaisir de conduite. Et est-ce que vous le constatez ici au PEC avec une présence de plus en plus importante de femmes? Eh bien, écoutez, nous, de notre côté au Porsche Experience Center, on a depuis 2 ans développé, j'en parlais juste avant, des stages de pilotage. Et on a organisé un track day spécial femmes. Et donc c'était la 2e année cette année, donc on essaye vraiment de pouvoir leur donner leur moment et de prendre leurs sensations au volant vraiment entre femmes. Et voilà, c'était un succès les 2 années où nous l'avons fait. Merci Guillaume. Avec plaisir. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Marc, l'automobile a inspiré pas mal d'artistes. J'ai le plaisir de rencontrer Patrick Brunet, un artiste du côté de Rennes. Voilà qui me rappelle quelque chose. Ah bon? Patrick Brunet, Flatis Magazine numéro 2, janvier 1991. J'avais eu l'occasion de le rencontrer, de faire un reportage complet sur lui, parce que dès les débuts du magazine, on s'est dit que la Porsche 911 étant une œuvre d'art, toutes les Porsches d'ailleurs étant des œuvres d'art, on se devait de parler également des artistes qui les représentaient. Il y en a toujours eu beaucoup, il y en a même de plus en plus, et c'est très très bien. Et à l'époque, voilà, j'ai eu l'occasion de faire ce reportage sur lui. Alors, ce qui est amusant pour l'anecdote, puisque tout à l'heure on parlait de la 901 qui a dû changer de nom à la demande de Peugeot pour s'appeler 911. Ben nous, à la demande de Porsche, notre numéro 1 c'était Carrera Magazine, et on a dû changer et s'appeler Flatis Magazine à leur demande pour des droits d'utilisation du nom Carrera. Donc on a, à notre petit niveau, on a aussi notre histoire à ce niveau-là. Bien, ben on voit tout de suite le reportage avec
Patrick Brunet, un artiste graphiste. Pour ce partage, aujourd'hui, je suis à Fougères, proche de Rennes, chez Patrick Brunet, artiste dessinateur. Bonjour Patrick. Bonjour Claude. Merci de nous accueillir dans ton atelier. On voit que tu aimes vraiment les voitures, aussi bien bibliothèque que dessin. Comment tu fonctionnes au niveau des créations de dessins? Alors il y a plusieurs axes différents qui peuvent se produire en fait. Je peux répondre à une commande privée de la part d'un collectionneur ou de quelqu'un qui a une passion particulière pour une marque ou une autre. Et donc dans ce cas-là, je vais essayer de construire une idée pour pouvoir réaliser ce que la personne attend. Ou alors ça peut être également un travail tout à fait personnel où là je vais partir d'un texte en général et je vais construire l'idée du dessin à partir du texte. Alors le texte il est variable, ça peut être un interview d'un pilote, ça peut être un extrait littéraire, ça peut être le couplet d'une chanson, parce que j'aime beaucoup la musique et le cinéma aussi, ça peut être un dialogue de cinéma, et après je vais construire à partir de ce texte-là des images particulières, que je vais articuler autour d'un thème qui va réunir tous ces éléments-là. Bien sûr, pour raconter une histoire. Bien sûr, au départ, moi ce qui m'intéresse c'est aussi de raconter une histoire. L'automobile, ça fait partie de mes passions, mais ce qui me passionne, c'est l'aventure humaine avant tout. C'est-à-dire, une automobile, c'est quelque chose qui a été créé par des êtres humains. Il y a donc de l'intelligence. Je suis sensible au design aussi des voitures. Et puis je me suis rendu compte avec différentes personnes que j'ai rencontrées au cours de ma carrière et des gens à qui j'ai répondu par des commandes, que des voitures avaient une histoire, principalement les voitures de course. C'est d'ailleurs pour ça que les voitures de course m'intéressent un peu plus, parce que souvent elles ont un passé chargé et donc très intéressant. Comme cette 917 par exemple. Par exemple. Alors on voit sur tes dessins que tu ne travailles qu'avec 2 couleurs et uniquement 2 couleurs. Oui. Pourquoi? Oui, alors bon, j'ai pas toujours travaillé comme ça, il faut être honnête. J'ai fait comme de nombreux artistes, j'ai utilisé beaucoup de techniques différentes, j'ai utilisé du pastel, de la peinture à l'huile, différents médiums. Mais bon, chaque artiste a besoin de trouver sa propre voix, et puis développer un style singulier. Et moi, j'étais quand même beaucoup plus sensible au graphisme, vraiment, c'est-à-dire le travail avec le crayon et des choses comme ça. Donc je me suis retourné vers deux médiums classiques, la sanguine et la mine de plomb, qui sont des outils qu'on utilise depuis des siècles dans le dessin. Et donc je me suis orienté vers cette technique-là que j'ai développée, et maintenant, je dois avouer, ça fait plus de 30 ans que je travaille qu'exclusivement avec ces 2 couleurs-là. Et c'est vraiment ta signature? C'est vraiment ma signature. Absolument, voilà. absolument. Voilà. Et lorsque tu réalises donc sur une commande de client, par exemple, en dehors de ta propre initiative, quand ta client te commande, comment tu fonctionnes? Tu lui demandes, je pense, au client, avez-vous des photos de votre véhicule, des personnages que vous voulez introduire dans l'image? Je pense qu'on te fournit tous ces éléments-là au départ, bien sûr. Alors, soit on me les fournit, soit ils sont pas, la personne ne les a pas. Donc moi, je vais faire des recherches déjà. Si la voiture a une histoire, déjà, c'est... Avec Internet, c'est facile. Avec Internet, on peut retrouver des choses. Maintenant, j'aime bien me déplacer aussi et faire moi-même les photos, parce que ça va me permettre de m'orienter au niveau, parce que j'ai un peu déjà dans ma tête l'idée du positionnement des différents éléments dans le dessin que je vais construire. Donc je fais ça. Mais la personne, en discutant avec elle, je vais me rendre compte aussi que quelquefois la voiture, elle n'est pas que dans le garage, elle a peut-être une histoire qui est liée à sa famille, ou à des souvenirs d'enfance, ou des choses comme ça. D'ailleurs, c'est souvent ce qui m'intéresse le plus. Et donc à partir de ça, je vais essayer de faire une proposition à la personne, et donc de créer quelque chose qui l'attend. D'accord. Et on voit qu'il y a quelques Porsche quand même, tu ne dessines pas que des Porsche, bien entendu, parce que tu es passionné en général de belles voitures. Tu as été propriétaire d'une Porsche 356. Oui, j'ai été l'heureux propriétaire d'une 356. D'ailleurs, quel modèle exactement? C'était une BS90. De 62. Voiture très sympa, et que j'aurais bien aimé la garder, mais on ne peut pas tout garder. Voilà. Il y a d'autres formules, mais on ne peut pas tout avoir. Mais c'était une très bonne voiture, et j'ai un très bon souvenir de cette voiture. Et lorsque ton client te demande un format, il a le choix en termes de dimension et ensuite en termes de reproduction. Oui, alors le travail quand je réponds à une commande particulière, c'est un original. Mais par contre, certains de mes travaux que je réalise moi spontanément, ils vont être dupliqués ensuite sous forme de ce qu'on appelle des digigraphies, qui sont donc des reproductions numériques qui sont limitées à 30 exemplaires et que je commercialise, et qui permettent à la personne d'avoir un budget un peu plus
peu plus restreint, D'accord, qui est un peu moins important. Mais en termes de format, de dimension, largeur sur hauteur, tu n'as pas de limite. Si un client te demande la dimension du mur, enfin, il y a peut-être des limites à pas dépasser. Parce que la table à dessin, elle n'est pas démesurée. Donc voilà, quel est le plus grand format que tu puisses réaliser? Alors, moi, quand je travaille sur papier, disons, le format le plus grand, c'est le format 110-75. Que déjà. Celui-ci non, il est même un peu plus petit, celui-ci. D'accord. C'est un peu légèrement plus grand que celui-ci. Oui, c'est légèrement plus grand, ce qui est déjà pas mal. Parce que, bon, je travaille au trait, moi, donc ça demande déjà pas mal d'heures de travail. C'est assez. J'imagine. Donc voilà. Et en format minimum, comme je cherche toujours, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la précision. Donc j'ai besoin d'avoir un format minimum. Je ne travaille pas au-dessous de, je dirais, 65-55. D'accord. Juste pour avoir une idée, réaliser un dessin comme ça dans cette finition, il te faut combien de temps à peu près? Alors, on compte pas, parce que quand on est sur un projet, on est parti et puis. Est-ce que c'est 3 jours, une semaine, 3 semaines? Je parle pas sous forme de semaine, mais je dirais que je vais passer ça. Juste pour un dessin, par exemple celle-ci, en gros. Moi je dirais la composition. Ou la composition. Si on exclut toute la période de gestation où il a fallu la phase préliminaire, oui. Vraiment quand je me mets vraiment à l'exercice, là j'ai 50-60 heures au moins. D'accord. Patrick, tout à l'heure, on a parlé un peu de Porsche. Tu as travaillé pour la maison Porsche. Oui, en 98, tout le groupe, enfin le groupe Artiste Auto dont je fais partie, qui est un groupe qui réunit des artistes qui travaillent uniquement sur l'automobile, on avait été sollicité par la marque pour le 50e anniversaire, qui devait se fêter donc au Nürburgring en 98. Et donc moi, on m'a envoyé de chez Porsche une L de GT3 que j'ai travaillé. Je n'avais pas l'habitude de travailler sur ce genre de support, c'était une expérience d'ailleurs tout à fait intéressante. Et ça m'a permis de réaliser quelque chose pour eux. Et on a revu cette pièce-là ensuite, comment ça s'appelle, au Nürburgring, où il y a eu un vernissage avec Mais tu as travaillé sur l'aile, mais sur l'aile, sous forme du volume de l'aile. Le volume, non pas sur un. Non. Mais d'accord. Donc là, tu es passé dans une dimension tout particulière. Oui, c'était très particulier. C'était une épreuve, une difficulté peut-être supplémentaire. Techniquement, honnêtement, c'était une première pour moi. Et toujours dans la même couleur. Et toujours avec la même technique. Et toujours présente. En fait, j'ai laissé l'aile chez un carrossier qui m'a fait un après qui correspondait à peu près à la couleur d'un papier bille. Et on a fait différents essais parce qu'au départ ça n'accrochait pas, la matière n'accrochait pas. Et puis en fait on a réussi à trouver une combinaison qui m'a permis de faire ça. Que j'ai renouvelé parce que j'ai depuis travaillé sur d'autres éléments que des collectionneurs m'ont fourni. J'ai fait un capot d'Alpine il n'y a pas très longtemps. Et cette aile, on la voit toujours au musée? Alors je ne sais pas où sont toutes ces pièces là, parce qu'on avait été en fait, je crois qu'on était 6 artistes à avoir été retenus. Donc il y a 6 pièces qui correspondent à ça. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont chez Porsche actuellement. D'accord, certainement au musée ou dans les entrailles du musée peut-être. Sans doute. D'accord. Très bien Patrick, merci de ton accueil. On a partagé cette passion, Porsche, de dessin, Porsche en particulier bien sûr, parce que cette année c'est 60 ans de la 911 et 75 ans de la marque, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de la 356 également, qui était le premier modèle. Merci encore, et puis à plus tard, on se reverra certainement. Avec plaisir. Merci Patrick. Marc, la 911 a été fabriquée aujourd'hui à plus d'1 200 000 exemplaires sur 60 ans. Mais moi j'ai découvert une 911 particulière qui ne s'appelle même pas 911, 913. Alors je connais 910, 911, 912, 914, 913, il faut que tu m'apprennes ça quand même. Je l'ai découverte au Classique d'Azio Ménicourt cette année. On voit ça maintenant. Et là je viens vous présenter ma nouvelle voiture de baptême. C'est une voiture avec laquelle on fait des baptêmes pour les abonnés. Et c'est ma nouvelle 913 BB qui sort des ateliers de chez Machine Revival. Machine Revival, c'est un atelier français, il est basé à Bayonne. Et ça, c'est leur dernier projet qui vient de sortir. C'est une 912 de 1968 en empattement court. Et elle est étroite, vous verrez, la voiture elle est complètement plate sur les côtés. Et à l'intérieur, la voiture est entièrement vidée. On a un arceau complet fabriqué par Blood Motorsport qui vient se reprendre sur les puits de suspension. Et on a un moteur de 993 derrière avec une boîte 915. Donc c'est une voiture qui est très très légère et qui a un moteur hyper couplé parce qu'on a un 3,6 litres qui fait à peu près 300 chevaux.
C'est une voiture de circuit, hein. On a des freins avec balance réglable, on a des 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. C'est des freins qui viennent de chez Tutil Motorsport. On a des jantes sur mesure Bread pour passer du 8 pouces sur des allées droites à l'arrière. Et on a des baquets Tillet Racing qui sont hyper légers mais hyper confortables pour le circuit. Donc c'est vraiment une voiture qui est dédiée au circuit et pour faire des baptêmes pour nos abonnés. Marc, ici, on est au département compétition. On l'a vu tout à l'heure, la vente de voitures neuves, la restauration. Et ici, le département compétition du centre Porsche de Rouen. Oui, et c'est quelque chose parce que IMSA s'est vraiment fait un nom dans la compétition. Ils ont participé de nombreuses fois aux 24 heures du Mans, entre autres avec l'équipe Raymond Narac et Franck Ravat. Ça fait vraiment partie de leur histoire. Ils ont gagné même 2 fois les 24 heures du Mans dans leur catégorie. Et ça crée une image, la compétition. C'est comme Porsche, évidemment, ils ont jamais rien fait sans la compétition. Absolument. Moi, personnellement, j'étais très heureux d'acheter ma Porsche ici, ne serait-ce que par rapport à ce lien à la compétition. Et ils sont devenus, c'est même les spécialistes en France au niveau de la préparation de Porsche de course modernes et anciennes. Ils sont très forts là-dedans. Et il y a aussi les préparateurs. Eh oui, alors ça, les préparateurs, c'est un monde incroyable qui existe surtout en Allemagne. Il y a assez peu de préparateurs en France, entre autres problèmes de législation. Et en Allemagne, on a des noms, évidemment, Ruf, c'est le plus connu, le plus légendaire. Il y a Tekart, il y a Djembala, entre autres. Et puis il y a 9FF. Je crois d'ailleurs que tu as avec une belle expérience là-dessus. Tout à fait, Marc. J'ai eu le plaisir de rencontrer une 9FF très puissante. On va annoncer dans le sujet la puissance. Et pour ça, j'ai rencontré cette voiture. Donc, on voit ça de suite. Ici, on n'a pas 700 chevaux, on n'a pas 800 chevaux, on a 950 chevaux. Eh oui. Jean-François, bonjour. Bonjour. Tu es le patron de Rual Autosport, Oui, ici, à Saint-Grégoire, à côté de Rennes, pas loin de Rennes. Et lorsque je t'ai appelé pour te dire, est-ce que tu as dans tes connaissances, tes relations, une Porsche un peu particulière, tu m'as dit, j'ai ce qu'il faut. Ça. Alors c'est quoi ça? C'est marqué ici quand même, on le voit. Donc ça, c'est une voiture de préparateur allemand. Plutôt constructeur. Oui, qui fait les deux. En fait, il est constructeur de ses propres véhicules et il prépare des voitures de particuliers qui viennent chez lui pour faire modifier leur Porsche. D'accord. En général, des moteurs plutôt turbo-compressés ou des autos ultra sportifs comme le GT3. D'accord. Et là, nous avons chez moi une de ses premières réalisations sur une base de GT3 Club Sport. D'accord. La voiture date de quelle année? Alors, le véhicule est un modèle 2010. 2010. Et commercialisé 08 2009. D'accord. C'est une des premières. Ouais, voilà. D'accord. Donc il s'agit d'un modèle de base GT3 3 litres 8, 435 chevaux. Sur lequel le préparateur Jan Fatauer a développé son kit GT 950 qui est une préparation des moteurs Mesger qui leur permet d'atteindre les 950 chevaux. Donc ici, on a 950 chevaux. Sur 2 roues motrices. Et que sur 2 roues motrices. Et qui est extrêmement rare puisque la plupart de ces autos sont des 4 roues motrices. D'accord. Voilà. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y en a eu 3 de construites, je crois. Alors sur ce modèle-là, la 950 GT, il n'y a eu que 3 sur des bases GT3. D'accord. Et c'est la seule en Europe, celle-ci. Alors celle-là, c'est la seule qui a été commercialisée sur l'Europe. Et les 2 autres ont été commercialisées aux États-Unis. D'accord. Donc c'est la seule sur le continent européen aujourd'hui. Et qui est en France depuis, moi je l'entretiens depuis plus de 12 ans. D'accord, d'accord, ah oui, effectivement. Donc je suis 2 propriétaires. Tu la connais très bien, j'imagine. D'accord, d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, le propriétaire, tu me dis, c'est vraiment un passionné de Porsche. Oui. Il en a combien? Alors, c'est pour sa retraite, parce qu'il est bientôt en retraite, on ne va pas dire son âge, mais il s'est payé 3 Porsche il y a 2 ans. D'accord. Et il les a tout achetés chez moi et des modèles de passion, quoi, entre la modèle 996 4S. Je lui ai fait une belle réplique de 3 litres 3 Turbolook usine en type 965, style Bad Boy, le film, de la même couleur.
Et enfin, il s'est payé un modèle quasi unique en Europe, qui est cette 9FF, qui n'a que 12 000 km. Et qui a appartenu à son créateur, en nom propre. C'est-à-dire que ça a été ça a été la voiture de Jan Fatauer. Le boss de 9FF. D'accord. Le patron. Alors, si je me souviens bien, l'entreprise 9FF a été créée en 2001. Donc c'est une entreprise relativement récente, c'est pas très vieux. Et c'est quelqu'un qui a travaillé chez Porsche, je crois. Alors Jan Fatauer, c'est un ingénieur qui a travaillé avec Metzger, donc le big boss du moteur turbo chez Porsche, qui a été le moteur de toutes les 911 turbo dans les années 70 à 90, et qui après a développé le moteur de la GT3, qui est ce moteur-là au niveau de la base de ses préparations. Tu nous donnes quelques caractéristiques de cette voiture, donc 950 chevaux. Alors la base, on va partir des caractéristiques de base de cette voiture. Donc c'est une GT3 Club Sport, donc version allégée, où il y a beaucoup de pièces en carbone dessus, donc une caisse légère. Et il y a eu une préparation moteur qui est passée de 3,8 litres à 3,9 litres, donc presque 4 litres. Et il est venu lui greffer 2 turbos, avec une gestion de la charge moteur avec des échangeurs refroidis par eau. D'accord. Donc on a des interrupteurs qui nous permettent d'enclencher le mode de 950 chevaux ou de rouler tous les jours en mode 600 chevaux plus décontracté. En mode, j'irais dégradé, quoi. Voilà, petite puissance, entre guillemets. Et il y a un autre bouton qui vous permet, lors de compétitions d'accélération, parce qu'à la base, c'est des voitures qui sont un peu faites pour rivaliser avec les Bugatti et puis les Pagani Zonda et toutes ces autos qui accélèrent très fort. On a un système d'injection d'eau dans les échangeurs, comme les 205 Turbo 16 avaient à Pikes Peak, par exemple. D'accord. Pour les grosses pressions de suralimentation, en fait. Le couple moteur est de quel niveau ? Alors de 1050 Nm, ce qui est absolument colossal. D'accord. Et le 0 à 100 km/h dans quel... Alors 0 à 100, c'est là où elle est la plus mauvaise parce qu'elle n'a que 2 roues motrices et qu'elle est légère. Donc les pneus sont très larges derrière, mais ils ne suffisent pas à passer les 1000 chevaux quasiment. Et donc on accélère en 3 secondes 2 en 0 à 100. Déjà pas mal. Par contre, c'est une voiture qui a des records du monde. Donc en 2011, avec ce véhicule-là, il a battu, ça a été élu la voiture la plus rapide au monde, avec une vitesse de pointe de 370 km/h chronométrée sur anneau de vitesse, ce qui était une voiture débridée de la GT3 RS, quoi. Donc là, il n'y avait pas de limiteur. Et l'autre record du monde, c'est le 0 à 300, où elle battait à l'époque cette accélération en 12 secondes 7. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la Bugatti Chiron actuelle, qui fait 2000 chevaux, mais qui pèse 2 tonnes, accélère le 0 à 300 en 13 secondes. Donc avec une 2 roues motrices, on accélère plus fort qu'une Bugatti Chiron, qui est la dernière sortie de chez Bugatti. Et il y a tout ça, pratiquement plus de 12 ans d'âge. Est-ce que c'est une voiture qui roule souvent? Pas trop, non, parce que c'est des voitures très compliquées à utiliser sur route normale. Donc il n'y a que sur circuit ou dans des compétitions d'accélération où les clients les utilisent. Donc elle peut être utilisée au quotidien en mode dégradé. Voilà, oui. Dégradé de 600 mais c'est une voiture qui, en 10 ans, a parcouru une moyenne de 1000 km par an. Ouais, d'accord. Donc c'est des voitures de loisirs et de passionnés, parce que là, on cherche vraiment la performance pure. Et des sensations de Formule 1, puisqu'on a quasiment les mêmes chronos en reprise que des F1. On va faire un petit tour? Oui, on va faire un petit tour gentil. Calmos, en mode dégradé, largement dans les dégradé. règles de la circulation autorisée. Voilà. Bien, allez, on y va. Bien, nous sommes partis faire un petit tour avec cette 9FF. De 950 chevaux. Vous voyez, bon, ça broute un peu, mais c'est normal. Et en plus, la suspension, bien sûr, c'est une suspension sport. Donc, c'est relativement peu confortable, mais c'est tout à fait logique. Et on est dans des sièges, bien sûr, baquets, qui sont des sièges Recaro, je crois. Tout carbone. Et là, on va faire une petite sortie en essayant de
d'être à peu près raisonnable, c'est évident. Et en plus c'est pas très chaud, mais on va essayer de... Voilà, ça commence à pousser légèrement. Et maintenant on va enclencher le mode de sport avec le petit bouton ici. Vous voyez que le son de l'échappement est différent. Et écoutez-moi ça. C'est quand même très agréable. Comme la chanson, on met le son, on coupe le son, on met le son, on coupe le son. Génial. Bon là on va se rendre sur une piste un peu privée, une route fermée, de manière à essayer de voir comment on peut ressentir, je dirais, toutes ces sensations fortes. Je rappelle 950 chevaux, c'est quand même pas mal. Et je vous dirai après ce que j'ai pu ressentir. Bon bah ça y est, on est de retour. Croyez-moi que j'ai ma tête un petit peu décomposée, je commence à me remettre. Mais croyez-moi que la brutalité ici, les 950 chevaux, on les sent vraiment. Et ça fait vraiment flipper parce que on a l'impression de... Voilà, on part dans l'espace avec cette voiture-là. Ça tient extrêmement bien la route. Le bruit du moteur est fantastique. Le volant, il reste bien droit quand il le faut, et heureusement d'ailleurs. Bien sûr, la voiture est équipée de freins céramiques et ça freine très fort. Et croyez-moi que les sièges baquets qu'on a ici c'est pas du superflu, il les faut vraiment. Je n'ai jamais, j'ai roulé en Porsche au circuit avec une, je me souviens au circuit de l'Ouest parisien avec une 991 GT3 de 500 chevaux, c'est déjà pas mal. Je l'ai pilotée, je me souviens très bien. Là je suis en passager parce que je n'ai pas l'autorisation bien sûr de la conduire celle-ci. Mais même en passager, croyez-moi, je vais m'en souvenir. À bientôt. Les Classic Days, le Mans Classique, deux événements en France absolument remarquables, où l'on rencontre toujours des passionnés de Porsche, aussi bien hommes que femmes. Oui, ben j'en ai rencontré énormément tout au long de ces 33 années à m'occuper de Flatis Magazine. C'est toujours un très grand plaisir de discuter avec ces passionnés. C'est des grands enfants, ce sont des... Ils rêvaient très souvent, depuis tout petit, d'avoir une Porsche un jour. Un peu comme moi. Oui, je sais que c'est aussi ton expérience. Et on l'a souvent partagé. On est tous passés un petit peu par cette histoire-là. Et en même temps, chacune de leurs histoires est différente. C'est ça qui est très intéressant. Mais c'est très intéressant de les écouter, chacun raconter cette expérience. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et en plus, il y a plein d'événements Porsche partout en France. Spécifiququement Porsche, puisque tu as cité les Classic Days et le Mans Classique qui sont multimarques, mais il y a beaucoup de Porsche. Mais il y a le Paradis Porsche à Saint-Tropez, qui est plus important. Il y a beaucoup d'événements. Et les rencontrer, j'adore ça. Je me régale à chaque fois. Eh bien, écoute Marc, je te propose d'aller rencontrer ces gens particuliers et pilotes aussi que j'ai rencontrés sur ces deux événements. On y va. Chose que l'on fait partout cette année pour les 60 ans. Sur différents circuits, Le Mans, Charade, Manicourt et bien d'autres. Donc aujourd'hui on expose les 8 générations. Alors le club Porsche Auvergne avec les Classic Days, c'est une longue histoire, tous les ans on a un stand qui se trouve derrière nous là-bas dans les paddocks. Et cette année, en plus de notre stand habituel, on expose de Porsche, on a fait cette rétrospective. Donc voilà, on y retrouve nos adhérents, c'est un bonheur intense pour les membres. On est à 2 petites heures de route de l'Auvergne de Manicourt, et c'est un bonheur intense pour les membres de retrouver une équipe et un lieu de vie dans notre stand. Et j'ai à côté de moi des dignes représentants du club Porsche Auvergne et qui sont plus classiques que moi au niveau du véhicule. En effet, Antoine Pisson, moi je suis possesseur de la très belle 97 S Cabriolet, jaune vitesse. Je suis porschiste depuis à peu près 2 ans, c'est récent, c'était un rêve depuis un moment. C'est réalisé, et tout ça au sein d'un merveilleux club, le club Porsche Auvergne, où on échange notre passion. Voilà. Eh bien, moi je suis Pascal Tillier, délégué manifestation et événements au niveau du club. J'aide le président à organiser les quelques 40 événements qu'il y a dans l'année. Et je suis porschiste depuis que j'ai l'âge de rouler en voiture. Porsche est une marque mythique
Et lorsqu'on a eu la possibilité d'acheter une voiture performante, on a choisi d'acheter une Porsche 964 il y a une dizaine d'années. La Porsche 964 est une très très bonne voiture, refroidie par air bien évidemment. Mais on a souhaité revenir un peu plus aux origines. La 964 est une voiture assez évoluée par rapport au G, c'est-à-dire qu'elle a une boîte G50, elle a une climatisation, une direction assistée. On a souhaité revenir un petit peu plus aux sources avec une boîte 915, une direction mécanique, beaucoup moins d'électronique. On a souhaité revenir aux sources et c'est ce qui nous a orientés vers la classe G qui est derrière. Mon épouse souhaitait un cabriolet, moi je souhaitais un coupé. Finalement, le compromis, c'était de... C'est le targa. Voilà, exactement. Exactement, très bien. Et ta femme a participé à la restauration de la voiture. Alors, c'est encore une autre forme de passion. Exactement. Donc, en fait, nous avons acheté cette voiture qui était à restaurer. Moi, j'ai entrepris de restaurer la mécanique entièrement, moteur, boîte. Et mon épouse, qui est serrière à Cognac, a refait entièrement l'intérieur. Parce que cette voiture a une particularité. Hormis le fait qu'elle soit Targa et Blanc Grand Prix, elle a un intérieur Pacha, qui est assez rare sur les 911G. D'ailleurs, ici, il y a à peu près 1000 Porsche. Je crois que c'est la seule aujourd'hui qui est avec un intérieur Pacha brun, comme ça. Merci Stéphane. Ma passion est venue de ma jeunesse à l'école. Je m'amusais avec des petites voitures et les voitures sport, en dehors des anglaises et tout, il y avait les Porsche. Hein. Et la Porsche, c'était la voiture mythique à l'époque, la 356 et après la 911. Et ma première voiture a été un échange entre une Erwitt Gordini et une Porsche. On s'est donné les clés et hop là. Et chacun est parti de son côté. Et après, j'ai fait la péripétie de plein de modèles. J'ai fait des impairs entre-temps. Hein. J'ai eu Alpine, j'ai eu Alpha, mais je suis toujours revenu à Porsche. Mais parle-nous particulièrement de celle-ci qui est très particulière. Celle-ci, je l'ai eue par... j'ai flashé. Ouais. J'avais un cabriolet 911 et quand je l'ai vue celle-là sur une revue, j'ai dit c'est une super cabriolet, il faut que je l'ai. Je me suis bien débrouillé et je l'ai eu. Donc c'était un Speedster Turbo Look avec un tonneau. Avec un tonneau couvert qui n'était pas commercialisé à l'époque, qui n'a jamais été, mais qui a été fait pour tous les Speedsters. Ouais. Et quand je l'ai vu comme ça au salon de Francfort en 88, je me suis dit, il faut que tu l'aies mon gars. Et j'ai ramé 5 ans chez Porsche pour avoir l'autorisation d'avoir cette transformation. Et j'ai eu gain de cause. Alors après, il y a tout un périple pour faire homologuer. Ouais. Mais comme mon papa était ami intime avec, à l'époque, le ministre des Transports qui était Bernard Spons, tu vois, ça a été en direct. Hein. D'accord. Merci Michel. Comment est venue chez vous la passion de la 911 ? Ah, tout petit, à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai vu une 911 et j'ai dit un jour j'en aurai une. Voilà. C'est tout? Et toi? Ouais, moi tout petit aussi, j'accompagnais la famille dans les rallyes, tout gamin a changé les roues et je me suis dit un jour quand je serai grand je m'y mettrai. On est un peu plus grand. Avec toi un oncle qui faisait beaucoup de rallye. Avec un oncle qui faisait du rallye et voilà, on s'est mis au circuit et on s'amuse énormément. Et là vous roulez sur circuit depuis combien de temps à peu près? Alors là moi depuis très peu, moi plus de rallye que de circuit. Et toi Sébastien, t'as un peu plus de circuit depuis quelques années, mais là on fait du classique et c'est vraiment très fun. Et on a la chance de rouler une très belle auto. Oui, j'ai vu. Et au Mans. Et là c'est quand même un circuit mythique, génial. Alors c'est une 3 litres RS. Ouais. Une 3 litres RS de 74. Donc qui développe, c'est quoi, 320 chevaux. Ouais, un peu plus de 300 chevaux, ouais. D'accord. Et puis on lui a mis cette très belle couleur lime green. C'est très bien pour la vidéo. Hein. Ouais, ça sort bien. Ça passe bien à l'écran. Ça passe très bien. Voilà. On la voulait un peu originale cette 911, donc on l'a repeinte dans cette teinte lime green. Ma passion est venue grâce à mon grand-père qui dans les années 60 avait déjà des Porsche. Et moi j'avais toujours espéré de pouvoir récupérer ces voitures. Ils ont été vendus. Et à certains moments, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis décidé j'achète une Porsche. J'en ai acheté une, deux, trois, Et puis par après on s'est dit voilà puisque dans notre enfance j'étais amateur de courses, des endurances comme le Mans, Daytona et tout ça, je me suis dit un jour, je veux faire le Mans avec ma voiture. La 911 c'est une voiture qui est fiable et qui donne l'avantage
ça me permet de finir des courses. Oui. Et comme je suis plutôt un finisseur, c'est la voiture vraiment qu'il me faut. 60 ans d'histoire, Marc, de 911, c'est très important. Aujourd'hui, comment tu vois l'avenir de la 911? Vaste question. On rêve tous que la 911 reste le plus longtemps possible équipée de moteurs thermiques, c'est comme ça qu'on les aime. On est quasiment certain que la 992 phase 2 aura droit à un moteur hybride, une petite hybridation, mais qui sera là. Pourquoi pas, après tout, si ça peut lui permettre de continuer. Porsche a promis qu'ils iraient le plus loin possible dans les moteurs atmosphériques avec les GT3, GT3 RS. Mais à un moment donné, il y a des lois, il y a des règles à respecter imposées par l'Europe. Et il y a des contraintes, donc ils seront obligés de fonctionner avec ces contraintes. Ce qu'on peut espérer, c'est quand même qu'elle reste le plus longtemps possible avec ses moteurs. Mais à un moment donné, il n'est pas impossible que ça passe à l'électrique. Il faut rester positif. L'important, c'est d'être certain et de n'avoir aucun doute sur le fait que la 911 a toujours un très très bel avenir devant elle. Je sais qu'ils feront le maximum pour nous satisfaire, pour nous faire plaisir. Donc il faut terminer sur une note optimiste et continuer d'y croire tout en se disant pourvu que les moteurs thermiques tiennent le plus longtemps possible. Soyons optimistes. Tout à fait. Merci Marc d'avoir participé à ce film. Merci. Et on se dit dans 10 ans? Dans 10 ans. Pourquoi pas? Pour parler des 70 ans de la 911. Voilà. À bientôt. Merci Marc. À bientôt.